Bienvenue dans cette émission qui fait partie de notre série consacrée aux 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines. On a parlé déjà ici du tissu économique, de l'implantation des entreprises. C'est un peu le même sujet que nous allons aborder aujourd'hui, mais d'une façon un peu différente, d'une façon peut-être un peu plus humaine, puisque c'est de l'emploi qu'il va s'agir. Pour en parler, José Manuel Rodriguez, bonjour. Vous êtes le directeur du Pôle emploi de Trappes. Absolument. Christine Villain, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la commission emploi, prévention, insertion et chargée de la politique de la ville. François Chemec, vous êtes directeur de la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. Oui, c'est ça. Et Pierre Valls, vous êtes le responsable financier de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Bonjour, c'est cela, oui. Alors, on va tout de suite commencer, il y a trois parties dans cette émission, par les premières années. Alors, Christine Villain, évidemment, on ne va pas parler de l'économie, de comment on fait venir les entreprises, on en a déjà parlé ici, bien que c'est important pour l'emploi. Il faut quand même attirer des entreprises, mais vous avez déjà quelque chose qui existe dès la création de la ville nouvelle, c'est quand même tout ce qui se passe à Trappes, qui est quand même un secteur industriel. Oui, la ville nouvelle a failli s'appeler Trappes en Yvelines et non pas Saint-Quentin en Yvelines, parce qu'au départ, c'est la zone industrielle de Trappes qui avait été mise en place, créée par les élus de l'époque, qui a servi d'implantation principale pour démarrer l'agglomération nouvelle. Qui avait une tradition industrielle, alors. Une tradition industrielle, à la fois à travers la SNCF, avec l'historique du triage, et puis toute l'implantation de la zone industrielle qui s'appelle maintenant zone industrielle Trappes-Elancourt, tout le long de la voie de chemin de fer. Mais alors l'idée, quand même, pour faire venir des habitants, il faut proposer des emplois. Les emplois, ils ne peuvent pas rester qu'à Trappes, évidemment. Il faut qu'il y en ait un peu dans tout le territoire. Alors, au fur et à mesure, les équilibres ont fait que chaque commune a petit à petit lancé des zones industrielles, des zones d'implantation artisanale, avec l'EPA à l'époque qui s'occupait aussi de ces implantations. Et le fait voilà, comment, parce que c'est la création de tissu urbain, vous êtes responsable de la politique de la ville, on parlera des années plus proches tout à l'heure, mais il faut créer quand même cette ville qui n'existe pas. Donc l'emploi est un facteur important pour créer ça. Oui, mais en fait, cette ville, elle a commencé à l'ouest, là où il y avait l'emploi. Oui. C'est-à-dire que elle a commencé par l'emploi, presque. Elle a commencé par l'emploi, et ensuite on a vu Elancourt s'agrandir, Trappes s'agrandir, avant qu'on passe à l'est. Mais elle s'est d'abord implantée sur l'ouest, là où étaient les premiers emplois. François Chemec, alors la mission que vous dirigez, la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines, c'est une structure, alors, il en existe d'autres dans tout le territoire, mais à quoi elle correspond, à quoi sert-elle? Donc les missions locales, il en existe 470. 400, je crois, 470, 400, ça bouge un petit peu, il y a des regroupements, des fusions, enfin au niveau national, tout le territoire est couvert. Habituellement, ce sont des structures qui ont un statut associatif et qui sont créées à l'initiative de l'État, de la région et des collectivités locales. C'était le choix qui avait été fait au départ, c'est que le projet devait être porté par les collectivités locales. L'objectif n'était pas de créer une grande structure unique nationale qui aurait des déclinaisons locales, mais au contraire, localement, qui est une volonté politique de créer des structures pour tenir compte des spécificités locales. Et quelles sont-elles alors les spécificités? Parce que les problèmes que rencontrent les jeunes en matière d'insertion, puisque les missions locales s'adressent aux jeunes, 16-25 ans qui ont quitté le système scolaire et on les accompagne dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Ces difficultés, elles ne sont pas du tout les mêmes, ne serait-ce si on prend les Yvelines, à Saint-Quentin en Yvelines et dans le nord des Yvelines, ou dans certaines communes du sud des Yvelines très très rurales, les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est vrai que sociologiquement, il y a des différences. Il y a de grosses différences sociologiques, et puis en termes de bassin d'emploi accessible aux jeunes, il y a d'énormes différences. Qu'est-ce qui a été, justement, si on prend l'établissement public, le syndicat d'agglomération, quelle a été sa politique en matière d'emploi?
La premières années, politique en en tout cas. matière d'emploi a toujours été, de développer de l'emploi sur le territoire en essayant que cet emploi soit adapté aux populations locales. Mais on sait quand même qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à l'extérieur et beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent travailler à Saint-Quentin. Donc il y a beaucoup d'emplois à Saint-Quentin, mais il y a aussi des publics à Saint-Quentin qui ne trouvent pas en fonction de leur qualification. Ah oui, il y a des gens qui habitent à Saint-Quentin mais qui ne travaillent pas. Mais qui ne travaillent pas à Saint-Quentin et qui ne des gens trouvent pas viennent sur travailler. Saint-Quentin. Pourquoi ça? C'est quelque chose qu'on pourrait régler ou... C'est difficile. On a à Saint-Quentin de l'emploi très qualifié, mais on a aussi des populations avec des niveaux de qualification plus bas. Et là, c'est de l'emploi qui manque sur ce territoire. José Manuel Rodriguez, vous êtes en charge du Pôle emploi de Trappes. Il y a des problèmes d'emploi spécifiques? Il y a une adéquation, comme vient de le dire Mme Villain, entre les offres d'emploi des entreprises et la main-d'œuvre disponible. Aujourd'hui, sur le territoire de la communauté d'agglomération, 51% des presque 5000 demandeurs d'emploi inscrits sur le territoire ont des niveaux inférieurs au CAP, équivalents au CAP. Alors que par ailleurs, des offres d'emploi qui aujourd'hui ont en cours, c'est la proportion quasiment inverse. Donc on voit bien qu'on a un vrai souci d'adéquation sur des postes d'ingénierie, sur des postes d'études de recherche et développement. On a des difficultés aujourd'hui à trouver des ressources sur le territoire. Quels sont les emplois qu'on vous demande de préférence? Il y a une tradition. Oui. Ça doit être très divers, évidemment, mais est-ce qu'on peut faire des catégories? Si on fait un palmarès, on est aujourd'hui sur un territoire qui traditionnellement travaille avec les services du transport et de la logistique. On voit bien qu'historiquement, il y a un lien avec la SNCF et tous les services qui sont alentours. Mais aujourd'hui, donc pour faire un bond dans le présent, les systèmes de vente par correspondance font en sorte qu'on a plusieurs plateformes logistiques qui font qu'aujourd'hui, les métiers de l'expédition, les métiers du transport sont des métiers qui sont aujourd'hui très demandés. L'aide à la personne, parce que concrètement aujourd'hui c'est un essor duquel la communauté d'agglomération n'est pas exempt. Aujourd'hui on a des populations qui ont aussi besoin d'être aidées dans leur gestion, soit des personnes âgées, soit des personnes dépendantes. Et puis ensuite, tout ce qui est l'hôtellerie-restauration, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un territoire où il y a des gens qui travaillent et qui se restaurent, et qu'il y a un tissu important d'établissements hôteliers et de restauration. Alors, on a déjà abordé un peu les questions qui se posent aujourd'hui. On va y revenir tout à l'heure. Je vous propose de regarder d'abord un sujet consacré à une population qui est malheureusement sujette au chômage. Ce sont les quinquas. 2350 km à vélo de Narbonne à Paris pour interpeller l'opinion publique sur les difficultés d'emploi des quinquas. Éric Fournier, 46 ans, informaticien au chômage depuis 2 ans, est arrivé à Montigny vendredi 21 septembre, au terme de 40 jours de voyage, la dernière étape de son périple avant l'Elysée, où il devait remettre un dossier au président. Un énorme ras-le-bol, parce qu'en fait, dans ma région, j'avais pas suffisamment d'offres d'emploi, et devant les ordinateurs de la NPE, j'ai craqué, je me suis dit non, c'est pas possible. Si je reste comme ça à chercher un travail sans le trouver, je vais dans 5 ans, 10 ans être dans la même situation. Des milliers de personnes aujourd'hui envoient des CV tous les jours, n'ont pas de réponse. Et aujourd'hui, donc, ça les a conduits dans une détresse qui s'allonge chaque jour. Eh bien non, moi je me suis dit, j'ai la force, j'ai la possibilité d'agir, c'est le moment, je pars, je me mets en action. Cette exclusion des plus de 50 ans du monde du travail coûterait à la France plus de 10 milliards d'euros par an, d'après le Conseil d'analyse économique. C'est à Montigny que se sont tenues les premières rencontres nationales des quinquas, c'était en 2003. Depuis, la situation des seniors dans le monde du travail a peu évolué. L'âge reste le premier facteur de discrimination à l'embauche et les plus de 50 ans sont la première cible des restructurations. José Manuel Rodriguez, c'est encore un des secteurs de la population qui est le plus sujet au chômage. C'est un secteur qui représente 20% de la demande globale sur le territoire de la communauté d'agglomération. C'est un secteur pour lequel aujourd'hui, c'est un public qui est sur les Yvelines traditionnellement un public en difficulté, parce que la structure des emplois qui sont proposés fait que aujourd'hui, il y a une inadéquation entre les compétences qui sont aujourd'hui disponibles et puis ce que redemandent les entreprises avec plus de flexibilité. Alors,
on est dans la perception des entreprises, à nous de la faire changer autant que possible. Lorsqu'on les a en face, on leur explique. Il y a des dispositifs qui existent. Il y a des dispositifs tels que les contrats aidés type QICIE, il y a des actions de formation qui sont envisagées. Mais aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la défiance, plutôt de la part des entreprises vers ces publics dont on imagine, dont on perçoit qu'ils peuvent être moins malléables, dont on imagine que leur demande de rémunération va être plus élevée que si on prenait des jeunes, peut-être avec moins d'expérience. Bon, alors les perspectives là-dessus, on va attendre un peu ce que les mesures qui sont prononcées vont pouvoir nous permettre d'agir, notamment sur le contrat de génération, dont j'entendais ce matin qu'il serait à l'œuvre en 2013. Il faut nous outiller parce que derrière, effectivement, on est en situation de ne pas promouvoir davantage ces populations-là qui souffrent effectivement d'un double mouvement, un mouvement de démotivation. On a bien vu dans le phénomène qu'il y a quelque chose de l'ordre de la démotivation. Rien ne se passe, oui. Et d'un autre côté, de faire de l'attractivité de ces publics auprès des entreprises, où concrètement il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, quelque chose de l'ordre de la transmission des savoir-faire et des valeurs qu'il faut réinterroger dans l'entreprise. Christine Villain, est-ce que ça, puisque vous êtes en charge de la politique de la ville, est-ce que le problème du chômage, du sous-emploi, pose des problèmes à la politique de la ville? Oui, parce que essentiellement, on s'aperçoit, quelle que soit la tranche d'âge, que ce qui cause le problème de chômage, c'est le problème de qualification, niveau de qualification. Et on se retrouve avec les populations qui habitent dans les quartiers ou de la ville nouvelle qui sont actuellement en rénovation urbaine. Ça veut dire que derrière, il y a tout l'accompagnement humain qui doit se faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de rénovation urbaine, il faut aussi travailler toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que la communauté d'agglomération a mis depuis quelques années des outils en place. Alors il y a la mission locale, mais il y avait le plan local d'insertion par l'emploi qui permet à des gens de se reconstruire dans un parcours et de retourner vers l'emploi quand souvent ils en ont été absents pendant très longtemps. C'est la création de l'école de la deuxième chance pour les plus jeunes, sans niveau de qualification 18-25, mais qui ont envie vraiment de retourner vers l'emploi et de se redonner le mal de retrouver un niveau suffisant pour rentrer en formation professionnelle ou pour aller directement vers l'emploi. Disons qu'on a, nous, sur le territoire, dans le cadre de la politique de la ville, essayé de créer ces outils structurants à disposition de ces publics pour redonner, plus que les coups de pouce, les moyens de repartir. Pierre Valls, alors justement, la création de cette école de la deuxième chance. Les écoles de la deuxième chance, elles se créent en gros dans les années 90, en France. En tout cas, celle de Saint-Quentin a été créée en 2007. La première, effectivement, a été créée à Marseille une dizaine d'années auparavant. Et puis, depuis sous la poussée du gouvernement, ça a été une véritable explosion. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 écoles de la deuxième chance sur l'ensemble de la France. Et tout cela pour accueillir de l'ordre de 12 000 stagiaires cette année. Alors, à quoi correspondent ces écoles? Quel est leur but et leur fonctionnement aussi? Est-ce que c'est des initiatives privées? Est-ce que c'est des initiatives publiques? Une école de la deuxième chance ne peut exister que par le biais, à la base, d'une volonté politique. Effectivement, il faut que ce soit les collectivités locales qui soient porteuses de ce projet, et qui, effectivement, derrière, avec le soutien de la région, du département, de l'État, tous ensemble, mettent leurs efforts pour pouvoir arriver à cette création et proposer ainsi aux jeunes du territoire une alternative qui permette à ceux qui ont la motivation nécessaire de revenir vers un parcours plus classique tel que nous le connaissons tous aujourd'hui, ici, vers un parcours vers l'emploi, qu'il soit directement vers l'emploi ou qu'il soit d'abord par une étape intermédiaire qui est celle de la formation qualifiante. Est-ce qu'il y a des liens justement entre le Pôle emploi, l'école de la deuxième chance, les missions parce que voilà, vous travaillez tous un peu dans le même sens, parce que sur les écoles de la deuxième chance, le lien, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec les chambres de commerce, avec la présence d'entreprises au niveau du conseil d'administration, avec un travail quotidien des équipes de l'EDC avec les entreprises du territoire. Et là, c'est vraiment le lien qui est le plus important. Que ces jeunes, ils ont besoin de stages, ils ont besoin qu'on leur fasse connaître l'entreprise et ils ont besoin que derrière, on leur fournisse des contrats de travail. Mais entre, par exemple, la mission locale et l'école de deuxième chance, ils ont besoin que l'ensemble
des partenaires du territoire travaillent dans la même direction pour eux, et c'est pour ça que ce soit la communauté d'agglomération ou la mission locale, ces deux organismes font partie des administrateurs de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Alors, Pôle emploi, c'est pas le cas. Ça vous arrive par exemple d'envoyer des jeunes gens vers l'école de la deuxième chance Forcément, c'est même plus que ça nous arrive de temps en temps. L'école de la deuxième chance, ça fait partie de la palette d'offres de formation qu'on peut proposer aux jeunes. Donc elle intervient sur un créneau bien particulier. Je pense qu'elle remplit très bien sa fonction. Il y a des raisons pour cela. Et voilà. Et donc, je pense que sur l'école de la deuxième chance de Trappes, on doit représenter plus de la moitié des orientations, en sachant que c'est un dispositif qui est aussi en accès libre. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas. Il y a certains dispositifs où les jeunes doivent être suivis par la mission locale pour pouvoir être orientés. Là, ils peuvent y aller directement. Pardon, monsieur Rodriguez. Dispositif, puisque nous, derrière, l'objectif, c'est effectivement, comme le disait Christine Villain, de les présenter à des entreprises sur des offres d'emploi existantes. Ce sur quoi il faut qu'on s'oriente davantage, c'est être plus sur des actions menées sur des cohortes de jeunes qui sortent des écoles, de manière à optimiser aussi leur présentation auprès des entreprises. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille encore sur l'année 2012 et 2013 pour y parvenir assez rapidement. Je ne vous ai pas demandé, on connaît le pourcentage de chômage sur l'agglomération, enfin sur Trappes déjà, sur l'agglomération. Alors, sur les Yvelines, pour donner un peu le ratio, on est sur 6,8%. C'est-à-dire bien en dessous bien en dessous du national qui doit tourner aux alentours de 9,8%. On n'est pas presque à 10. Enfin, sur l'Île-de-France, on est à 8%. Ouais. Sur le territoire de l'agglomération, je n'ai pas les éléments précis. Par contre, sur le territoire de Trappes-Guyancourt, qui englobe aussi d'autres communes qui ne sont pas spécifiques à la communauté d'agglomération, on est sur 5,8%. Oui, donc des chiffres qui sont plutôt bons. Enfin, alors, des chiffres qui s'effritent, puisqu'il y a quand même une évolution de près de 6% du nombre de chômeurs inscrits sur le territoire de la communauté d'agglomération. Avec la crise, vous avez senti une... Avec la crise, mais elle commence à s'amortir un petit peu, même si aujourd'hui on a encore des inquiétudes, et notamment au travers du secteur automobile et tout ce que ça peut engendrer pour les sous-traitants locaux. Mais derrière, bon, c'est un mouvement qui est initié depuis globalement 1 an et demi, 2 ans, et on sent bien qu'on n'a pas de baisse significative. Alors, il y a eu une période où effectivement les entrées au chômage ont commencé à être un peu plus faibles. Ça a été le cas sur le début de l'année dernière, mais depuis les augmentations sont assez régulières. Et pour faire un focus particulier sur les jeunes dont on parlait, c'est la seule population dont le chômage baisse sur le territoire de la communauté d'agglomération. Comment on explique ces plutôt bons résultats, si on peut dire C'est-à-dire qu'on a des bons résultats parce qu'on a un bon niveau de création d'emplois et d'implantation. Ceci dit, il faut modérer ces chiffres parce qu'on monte à 12 à Trappes. Oui, ça masque des réalités. Voilà, ça masque des réalités. Si on prend des disparités aussi. Voilà, il y a des disparités. Il y a des quartiers, il y a des zones beaucoup plus touchées. Même si 12% par rapport à des quartiers qui sont à 20, il y a des quartiers qui, je suppose, mais une commune où il y a 12% de chômeurs, on ne peut pas s'en satisfaire. Non. Et forcément, si on a la richesse des emplois, si on a un taux de chômage qui est relativement bas par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, profitons-en pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Est-ce que c'est pas assez, d'ailleurs, parlant, d'ailleurs, vous parlez de Trappes à 12%, qui était, au fond, la ville industrielle, de la désindustrialisation française. Enfin, c'est pas un des phénomène, non, des conséquences de ça? Je pense que c'est aussi un phénomène de relégation de certaines populations et qu'on ne peut pas... la ville nouvelle a les moyens d'aller vers ces populations, de faire ce travail et vraiment il doit être fait. Alors, il y a un moyen de trouver parfois des emplois, parfois c'est un parcours du combattant, mais pour y remédier, certaines villes organisent ce qu'on appelle des job dating, et je vous propose de regarder ce sujet qui est consacré justement à ce concept. Dans le cadre de la semaine de l'emploi qui se tient jusqu'au 17 février 2012 à Saint-Quentin en Yvelines, l'espace emploi d'Elancourt organisait ce lundi un forum de speed jobbing au Prisme. Une dizaine d'employeurs, des agences d'intérim pour la plupart, étaient présents. C'est là que se jouent quand même les repérages parce que les employeurs ont donc, comme c'est des sociétés d'intérim, ont des portefeuilles d'employeurs, aussi bien en intérim qu'en CDD, CDI, puisqu'ils peuvent recruter de cette façon aussi. Et l'intérêt, c'est tout de suite de susciter et de rapprocher l'offre et la demande lors de ce forum. Le principe du speed dating est ici repris et adapté pour les employeurs. Les candidats passent les uns après les autres et ont 10 minutes pour convaincre. La communication de l'événement a bien fonctionné puisqu'à 16h, une centaine de participants avaient déjà défilé sur les stands.
Je connaissais le speed dating comme tout le monde, les trucs assez rapides pour rencontrer l'âme sœur machin. Et là j'ai vu speed jobbing, j'ai fait pour trouver du travail assez rapidement, bah ouais ça peut être sympa. C'est une bonne façon à mon avis de rencontrer les employeurs et d'avoir un premier contact avec des employeurs. En plus des agences d'intérim, quelques entreprises étaient là aussi. La Poste, par exemple, était venue proposer des postes de facteur dans le cadre de la convention signée avec Pôle emploi et la préfecture des Yvelines. Ça m'intéresse parce que comme j'ai beaucoup de candidats qui viennent ici, ça me permet de voir en peu de temps beaucoup de candidatures et puis d'orienter les gens que je vois vers le métier que moi je cherche à recruter. Ou si c'est pas le cas, je peux vite leur dire que c'est pas la cible. La semaine de l'emploi se poursuit jusqu'au 17 février dans toute l'agglomération. Prochain rendez-vous mercredi 15 février pour un forum de recrutement à SkyWest. Dernière partie de cette émission, Christine Villain, la Maison de l'Emploi, évidemment, joue un rôle essentiel. Eh bien, la Maison de l'Emploi commence à prendre ses marques sur le territoire. Et c'est vrai qu'elle travaille à l'heure actuelle en lien complet avec Pôle emploi, bien sûr, avec la Directe et l'État. On était ce matin justement ensemble à l'Assemblée générale de ces Maisons de l'Emploi. Et c'est vrai qu'on est en train de tracer des axes de travail pour l'avenir, en particulier à travers une étude sur le développement social et solidaire de la communauté d'agglomération et des axes de travail sur comment mettre en place des recrutements quand une entreprise s'installe sur le territoire, comment faire circuler l'information et comment faire en sorte qu'on trouve sur le territoire les formations adéquates si nécessaire pour les entreprises qui s'installent. Est-ce que ça a un rapport avec la Cité des métiers Alors la Cité des métiers, elle est au cœur, elle est dans la Maison de l'Emploi. Dans la Maison de l'Emploi, et cette Cité des métiers commence elle aussi à trouver son public. Elle a trouvé tous les partenaires qui y travaillent, la mission locale entre autres, par exemple, vient faire des permanences dans cette Cité des métiers. À l'heure actuelle, on a un public qui est localement important et on commence à aller aux quatre coins du département à être connu et les gens viennent dans cette Cité des métiers pour trouver de l'information sur la formation, sur les parcours professionnels, sur le choix de son métier. Pierre Valls, est-ce qu'il y a des projets de l'école de la deuxième chance, des projets nouveaux? Des projets nouveaux, pas actuellement, puisqu'en fait, dans le cadre des relations que nous avons tissées avec la région, le projet pour l'école de la deuxième chance des Yvelines était de pouvoir accueillir 300 stagiaires sur 3 sites. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. L'objectif, c'est de pérenniser vraiment le dispositif. Donc sur Trappes, ça fait 5 ans que l'école a été créée. Donc c'est vrai que maintenant l'école de la deuxième chance des Yvelines, ici, sur Saint-Quentin, fait vraiment partie du paysage. L'école de la deuxième chance sur le site des Mureaux, sur le site des Mantois est un petit peu plus jeune. Donc vraiment le projet pour nous, c'est de pérenniser le dispositif sur l'ensemble du département. Alors je vous propose de regarder un sujet, puisqu'évidemment l'emploi c'est aussi la formation, sur une plateforme anti-décrochage qui a été mise en place dans le passé. Ça ne vous concerne pas directement, ça a été mis en place par l'Éducation nationale, mais c'est vrai que s'il y a une bonne formation, ça garantit souvent des emplois. Sujet donc sur cette plateforme anti-décrochage. Selon l'Éducation nationale, chaque année en France, 140 000 jeunes sortent du circuit scolaire sans diplôme. Entre septembre 2010 et mars 2011, l'inspection académique a recensé dans les Yvelines plus de 2300 décrocheurs, des jeunes âgés de 16 à 20 ans inconnus des services d'émission locales. D'où l'idée de créer des plateformes anti-décrochage ou plateformes rebond afin d'identifier ces jeunes au plus tôt grâce à un système interministériel d'information géré par un outil informatique appelé RIO. Exemple tout bête, un CFA d'un côté, un établissement scolaire de l'autre. Le CFA sait qu'il a perdu cet élève, il ne s'est pas présenté, l'établissement l'a peut-être ou ne l'a pas. On croise des listes et puis il y a un individu qui n'apparaît plus nulle part. C'est celui-là qu'il faut aller chercher pour lui proposer une solution. Pour être pris en compte par le dispositif, le jeune doit répondre à certains critères, avoir été scolarisé l'année précédente, ne pas avoir obtenu le diplôme de son cursus, avoir 16 ans révolus et ne pas être scolarisé ou inscrit en apprentissage. Parmi les partenaires du projet, on retrouve l'Éducation nationale, mais également des acteurs locaux comme les missions générales d'insertion, présents dans les établissements, des fondations comme l'école de la deuxième chance et les missions locales qui cherchent depuis des années à se rapprocher de l'Éducation nationale.
Ça fait très très longtemps que nous avons des fiches de liaison pour suivre les jeunes qui viennent chez nous alors qu'ils devraient retourner vers l'éducation nationale. Mais la difficulté est plutôt de mutualiser les solutions. Et je pense que ce type de plateforme va permettre petit à petit de construire des solutions communes partagées en connaissant mieux les différents dispositifs de part et d'autre. On accueille des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas toujours toute confiance en eux, parce qu'une grande partie de notre travail, c'est de reconstruire cette confiance. Et donc il faut être connu, et après il faut être reconnu, et travailler à l'intérieur de cette plateforme, ça nous permet d'identifier ceux pour qui on sera le plus utile. Et ça, je pense que c'est très concret. Selon l'inspection académique, d'ici la rentrée prochaine, les plateformes devraient se structurer davantage avec notamment la création d'un numéro de téléphone unique ou encore la mise à disposition de locaux spécifiques pour accueillir les jeunes. Sur notre secteur, ce sont les CIO d'Elancourt et de Saint-Cyr et les missions locales de Plaisir et de Saint-Quentin qui portent le dispositif. José Manuel Rodriguez, peut-être en conclusion, quels sont vos espoirs et vos craintes en matière d'emploi ? Alors, on va commencer par les espoirs. Les espoirs. Alors, ou les craintes, si vous voulez finir par le positif. Non, parce que les craintes, elles sont aujourd'hui de l'ordre de quelque chose qui n'est pas encore avéré. Donc, il faut peut-être rester sur des choses qui sont très, très précises. D'abord, il faut rappeler qu'il y a 7000 établissements sur le territoire de la communauté d'entreprise, sur le territoire de la communauté d'agglomération. Ça représente 99 000 emplois. Vous posiez tout à l'heure la question de savoir pourquoi le territoire ne subit pas les assauts de la crise. C'est notamment parce que derrière, le substrat est relativement important. La deuxième chose, c'est qu'on peut compter sur des forces vives et les demandeurs d'emploi en sont. Ce sont des vraies compétences et il nous appartient pour l'emploi à financeurs de formation, mais avec l'ensemble des partenaires, de faire en sorte que la montée en compétences puisse se faire au travers de dispositifs comme les actions de formation que nous promouvons, mais également des actions de formation qui permettent à des demandeurs d'emploi d'être formés en emploi dans l'entreprise. Et puis, il y a d'autres motifs d'espérance. Nous allons nous développer bientôt sur le territoire de la communauté d'agglomération pour ce public dont on n'a pas beaucoup parlé, qui existe à hauteur de 11% sur le territoire de la communauté, qui sont les cadres, avec l'ouverture à la rentrée prochaine d'une agence spécialisée de plein droit pour les cadres. Merci infiniment à tous les quatre. Malheureusement, voilà, le temps qui nous était imparti est terminé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission consacrée à cette série sur les 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines.